Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent sur Facebook, bonsoir à ceux qui nous suivent sur Twitch. Bienvenue. Très content de vous retrouver encore ce soir pour cette émission. J'espère que tout le monde va bien. Donc je suis ce soir avec ma collègue Cécile Pelletier que vous voyez qui est juste là, qui est arrivée à la rédaction le 1er mars et qui fait donc l'émission pour la première fois avec moi. Donc elle est rédactrice en chef adjointe. Et elle est spécialiste de pas mal de choses, mais notamment d'éducation, même si c'est pas le sujet de ce soir. Et elle a travaillé à l'étudiant, au Monde, voilà, dans des organes de presse spécialisés dans l'éducation. C'est ça, Cécile? Oui, c'est ça. J'ai commencé en agence de presse spécialisée et puis ensuite j'ai été dans le magazine étudiant et j'ai travaillé ensuite au Monde et puis j'ai collaboré avec de nombreuses rédactions à la fois spécialisées et puis de la presse généraliste. Ok, bah, bienvenue sur Twitch avec nous. Et puis Merci. je suis ce soir avec notre invité de la soirée qui est François Dubay, que vous connaissez peut-être, qui a un nom connu de la sociologie. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. François Dubé donc, est sociologue et directeur d'études à l'EHESS et il a écrit récemment un livre qui s'appelle Tous égaux, tous singuliers, qui est le livre du mois du magazine qui est en kiosque en ce moment que je vous mets ici. Voilà. Donc le numéro sur le télétravail. Donc c'est pas un sujet lié au télétravail, c'est donc le livre que la rédaction a choisi comme le livre le plus important parmi les dernières sorties. Voilà, et donc c'est un livre qui parle d'inégalité et notamment de solidarité, mais on creusera le sujet un peu plus ce soir. En tout cas, bonsoir François Dubay et merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, bonsoir et merci de m'avoir invité surtout. Voilà. Et ben, c'est un plaisir. Donc voilà, comme je le disais, on va parler ce soir d'inégalité, qui est donc le sujet du dernier livre de François Dubay, dans lequel il analyse l'évolution des inégalités dans nos sociétés et il propose des pistes pour repenser la solidarité, pour remédier aux problèmes des inégalités dans nos sociétés. Voilà, donc comme tous les soirs, avant de laisser la parole à Cécile qui va poser des questions, je vous rappelle que vous pouvez vous-même poser vos questions dans le chat. Je les lirai, parfois je les prends pas tout de suite, le temps de les lire, peut-être de les sortir au meilleur moment, mais n'hésitez pas. Je les transmettrai, le cas échéant, à notre invité de ce soir. Donc vous pouvez écrire dans le chat de Twitch, vous pouvez écrire dans les commentaires sur Facebook, je suis tout ça en direct. N'hésitez pas. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour, je vais me taire un petit peu et je vais laisser la parole à Cécile pour les questions. Merci Hugo. François Dubé, ravi de vous accueillir ce soir. Vous êtes en effet un des grands noms de la sociologie française. Vous explorez depuis désormais plusieurs décennies la notion d'inégalité, la notion de solidarité, de justice sociale. Comment cette notion d'inégalité, qui revient dans votre dernier ouvrage Tous inégaux, tous singuliers, a-t-elle évolué au cours de l'histoire récente, cette notion d'inégalité sociale? C'est une question assez vaste parce que les inégalités sont d'abord des données qu'on mesure. Alors on discute beaucoup pour savoir si elles se sont amplifiées, si elles se sont réduites, lesquelles, concernant quel type de groupe, etc., etc. Euh, la question qui m'a toujours intéressé, c'était pas exactement celle-là, parce que c'est pas ma spécialité, puis parce que c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit. Enfin, parce que tout dépend des inégalités qu'on mesure, des échelles de temps qu'on compare, c'est pas si simple. La question qui m'a toujours intéressé, c'est au fond de savoir pourquoi certaines inégalités nous paraissent aller de soi, nous paraissent parfaitement acceptables, c'est même la plupart des inégalités nous paraissent acceptables, pourquoi certaines inégalités nous scandalisent, pourquoi on s'oppose à elles ou pourquoi on ne s'y oppose pas. Voilà, c'est ça la question qui m'intéresse parce que je me suis longtemps intéressé aux mouvements sociaux, parce que je me suis longtemps intéressé à l'éducation. Et au fond, ce sont des questions un peu transversales. Et mon hypothèse, au fond, c'est que depuis une trentaine d'années, on a deux grands changements qui sont apparus dans notre type de société, en tout cas dans notre partie du monde. Le premier, c'est que nous avions des inégalités qui étaient très fortement structurées autour
de classes sociales, de collectifs, les travailleurs, les paysans, les ouvriers, les bourgeois, les petits bourgeois, enfin des sortes de personnages au fond à la Zola ou à la Balzac, si vous voulez, des groupes, des ensembles. Et je crois que ce monde-là a explosé. Paradoxalement, ce monde-là explose avec plutôt un accroissement des inégalités. C'est quelque chose d'un peu étonnant. Et la seconde chose qui m'a beaucoup frappé et qui est liée plus à mes travaux sur l'école, c'est de voir que nous avons changé de représentation de la justice sociale. Au fond, la société dans laquelle je suis né, moi, la société des Trente Glorieuses, la société industrielle, du Parti communiste, du général de Gaulle, enfin, cette société-là, qui est pareil si lointaine, avait une conception de la justice sociale qui était la réduction des inégalités de conditions. La justice sociale, c'était de donner plus aux travailleurs en privant les rentiers, les capitalistes, les bourgeois d'une part de leur richesse. C'était ça, la justice sociale. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, la justice sociale, c'est devenu l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'on a insensiblement changé de conception de justice sociale, ce qui fait que le thème qui m'intéresse, c'est que l'expérience des inégalités a totalement changé de nature. Au fond, vivre comme inégal ou victime d'une injustice en 1960 et aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est plus les mêmes groupes, c'est plus les mêmes conceptions de la justice, ce qui explique d'ailleurs très largement, mais c'est un peu plus compliqué évidemment, l'espèce d'explosion politique à laquelle on assiste en France, mais dans la plupart des autres pays. J'aurais une question par rapport à ce que vous dites. Quelle différence vous faites entre la justice sociale et l'égalité des chances? Ben, la justice sociale, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est que la justice sociale? C'est une vieille affaire. Bon, l'interrogation centrale sur la justice sociale est liée aux révolutions démocratiques. Les révolutions démocratiques, c'est des révolutions qui affirment que les hommes naissent libres et égaux. Et comme ils vivent dans des sociétés où ils sont socialement inégaux, comment faire pour combiner le fait que nous soyons fondamentalement libres et égaux et le fait que nous ayons des inégalités sociales. Alors il y a eu deux grands modèles de justice sociale, un modèle que j'appellerais plutôt européen, qui est parce que l'Europe était une ancienne société aristocratique, parce qu'elle s'est industrialisée précocement, parce que c'était une société fermée, etc. C'était l'idée que la justice sociale, c'était la réduction des inégalités de position. Bon, entre guillemets, le socialisme, si vous voulez. À l'horizon, le communisme. Voilà, c'est ça. Et si vous êtes aux États-Unis, dans une société ouverte, protestante, à forte immigration, etc., la conception dominante de la justice sociale, c'est que chacun ait les mêmes chances d'atteindre toutes les positions sociales sans être discriminé. Au fond, c'est le modèle d'une compétition sportive équitable. Pourquoi on aime le sport? La plupart d'entre nous aimons le sport, c'est parce que la victoire du vainqueur ne se discute pas. Que les règles sont telles que le vainqueur a gagné. D'ailleurs, on ne discute pas non plus du fait que le vainqueur empoche la prime, parce qu'il a gagné. Et nous avons toujours navigué entre ces deux conceptions de la justice sociale. Ce qui me frappe, c'est que la seconde est en train de dominer la première, parce que les supports sociaux de la première, les syndicats, la classe ouvrière, la confiance dans le progrès, tout ça nous a un peu abandonnés. Donc on est plutôt dans l'idée aujourd'hui que l'injustice sociale majeure, c'est pas tellement l'exploitation, c'est la discrimination. C'est-à-dire, c'est très paradoxal d'ailleurs, parce que dans les années 60, moi qui étais né et pas vous, je peux vous dire que la discrimination des femmes et des immigrés, c'était bien plus robuste qu'aujourd'hui. C'était franc du collier, si je peux me permettre. Bon. Et cependant, ça apparaissait comme relativement secondaire. Aujourd'hui, évidemment, quand vous posez la question, je l'ai posée plusieurs fois à des étudiants, des lycéens, quelle est la grande injustice? C'est les discriminations. En tant que femme, en tant que minorité, en tant que vivant ici ou là, etc., etc. Donc, on a vraiment changé de conception de la justice. Alors, c'est lié, bien sûr, aux transformations du capitalisme, à l'affirmation de l'égalité qui reste un principe. C'est au fond Tocqueville
a toujours raison. On est de plus en plus égaux, fondamentalement, pas réellement. Voilà. Donc, je crois qu'on a changé, au fond, de régime, de nature, d'expérience des inégalités. Vous parlez justement dans votre livre de régime des inégalités. Quelle est la différence entre le régime des inégalités et les inégalités elles-mêmes? Quelle est la nuance dans le concept? Les inégalités, je dirais, c'est le problème de la mesure. Bon. On est inégaux, c'est techniquement très compliqué, intellectuellement, c'est pas très difficile de dire il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des protégés, il y a des bien soignés, il y a des mal soignés, il y a des gens qui vivent bien, qui vivent mal. Vous prenez n'importe quel critère, je vois derrière vous le nombre de livres sur votre bibliothèque, je peux faire des statistiques sur les inégalités de possession de livres, voilà, des choses comme ça. Donc, les inégalités, c'est ce qu'on mesure. Les régimes d'inégalité, c'est à la fois un mode de construction et de justification des inégalités. Alors, ce que je dis est d'une banalité très, très grande pour un sociologue, mais le premier régime d'inégalité, c'était les inégalités de caste, c'est-à-dire les inégalités sociales relèvent d'inégalités entre des individus tenus pour inégaux. Je veux dire, jusqu'au XVIIIe siècle, les seigneurs, les bourgeois, les paysans ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux par nature. Ils sont peut-être égaux du point de vue de Dieu, mais pas du point de vue des hommes. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de se marier. On reste dans des castes. Si vous prenez le cas de l'Inde aujourd'hui, ça reste quand même très fortement un régime des castes avec des justifications théologiques. Je veux dire, les gens n'ont pas le même statut du point de vue de Dieu. Les sociétés esclavagistes, évidemment, sont des sociétés de castes, etc. Les révolutions démocratiques ont plutôt aboli ce régime d'inégalité, même s'il y en a quand même des traces. Je rappelle que les inégalités entre les sexes, ça reste quand même plutôt encore des inégalités de caste, c'est-à-dire fondées sur la nature des hommes et sur la nature des femmes. Si je poussais le raisonnement très loin, je pourrais dire les inégalités entre les adultes et les enfants, c'est un peu de cet ordre aussi. Voilà. Mais, grosso modo, avec les révolutions démocratiques, on a affirmé qu'on était tous égaux. Et donc, les inégalités ont été structurées autour des fonctions sociales, de ce que Durkheim, pardonnez-moi de faire le sociologue, appelait la division du travail, ou Marx appelait la division du travail. Il y a les producteurs, il y a les propriétaires, il y a les gens compétents, et au fond, c'est le marché capitaliste qui va organiser les inégalités. On entre dans les sociétés industrielles, et là, on va avoir des inégalités sociales qui mettent en présent des individus égaux, fondamentalement égaux, mais socialement très inégaux. Et ce régime d'inégalité de classe, il a structuré nos sociétés, c'est-à-dire nos partis politiques, nos institutions. Si on continue à parler de droite et de gauche, c'est parce que la gauche, c'est le camp du travail, la droite, c'est le camp du capital. Du capital. Bon, tout ça étant évidemment complètement très largement imaginaire, mais les sociétés, ça marche à l'imaginaire, pas simplement à la réalité. Et dans ce système-là, vous avez à la fois un mode d'expérience des inégalités et une représentation de la justice. L'expérience, par exemple, que moi j'ai bien connue, c'est que les inégalités sont des expériences collectives et pas des expériences individuelles, dans le sens où si je suis ouvrier, je suis traité de manière injuste, mais moi, en tant qu'individu, je n'ai pas à me sentir humilié. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a même une fierté, une dignité, une culture de classe, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'inégalité, de mon point de vue, mais ce que je dis, beaucoup de sociologues le disent d'une autre manière, au fond, dans lequel les mutations du capitalisme ont fait exploser les inégalités, ce qui fait que chacun de nous se sent, quand on fait des enquêtes comme j'en ai fait, des sondages d'opinion, tout ça, chacun d'entre nous se sent inégal en tant que. Les gens ne vous disent pas « je suis inégal en tant qu'ouvrier » et tout découle de ça. Ils vous disent
je vis à la campagne, j'ai pas fait d'études, je suis jeune, je suis vieux, je vis en périphérie, je vis dans un centre-ville. Bon, c'est-à-dire que les classes sociales, là je fais le sociologue professionnel si vous voulez, les classes sociales agrégeaient les inégalités. Il y a des livres célèbres. Alors, le sociologue français le plus connu, c'est Bourdieu qui n'a dit que ça. Il a dit, vous me donnez la position de classe d'un individu, je vais vous dire comment il vote, comment il mange, comment il se marie, comment il aime, comment il lit, quelle musique il écoute, etc., etc. Bon, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui a explosé de ce point de vue-là, parce que ça va dépendre de mon niveau d'études, de l'endroit où je vis, de mon âge, de mon niveau de qualification, de mon niveau de précarité. Alors, évidemment, c'est toujours des déterminismes sociaux. Mais au lieu d'avoir une agrégation collective sur des expériences collectives, vous avez plutôt une sorte de fractionnement, d'individualisation des inégalités. J'avais trouvé que de ce point de vue-là, d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes était très très intéressant parce que ces gens manifestaient ensemble et quand on leur demandait pourquoi, ils avaient tous des raisons strictement individuelles. Parce que l'essence est trop chère, parce que j'ai 2 enfants et mon mari ne paie pas sa pension alimentaire, etc., etc. Donc, et on pourrait dire aujourd'hui que les résultats électoraux confirment ça. D'une certaine manière, vous avez des agrégations qui se font au niveau des individus et beaucoup moins au niveau des collectifs. D'accord. Alors à ce niveau-là, les Gilets jaunes, hein, qu'est-ce qu'ils disent de cette mutation du régime des inégalités? Parce que malgré tout, on était quand même dans un mouvement collectif, alors que vous dites qu'on était dans une coagulation finalement de... Alors c'est très compliqué, on est dans une colère collective, on est dans une agrégation de colère collective, mais on n'est pas dans une situation qui ressemble à ce qu'on appelait un mouvement de classe. On dit on a la même culture, on est ensemble, on a le même adversaire, on a les mêmes revendications. Et d'ailleurs, quand vous regardez ces mouvements, et c'est ça au fond qui caractérise le moment où nous sommes, c'est que vous avez une sorte d'hostilité contre les élites, contre les autres, contre ceux qui sont au-dessus, contre ceux qui sont en dessous aussi. Il ne faut pas idéaliser tout ça. Et surtout, une très grande difficulté à produire des revendications. C'est-à-dire que ce qui me frappe dans ce genre de mouvement, c'est que vous avez de la colère, qui est légitime, enfin je veux dire, c'est pas ça qui est en discussion, mais qui ne produit pas de revendications et qui reste plutôt dans un sentiment de... Bon, quand vous êtes dans le régime que j'appelle des inégalités multiples, c'est-à-dire dans le régime où l'expérience des inégalités est très individualisée, l'affect dominant, c'est le sentiment de mépris. Je ne sais pas si vous... Enfin, comment ne pas le voir, que tout le monde se sent méprisé. Je veux dire, Macron nous méprise, le gouvernement nous méprise, il nous méprise, les journalistes nous méprisent, les intellos nous méprisent, et moi-même, j'en méprise quelques autres, si je peux me permettre, le mépris étant circulant assez bien. Le mépris, ça veut dire que je suis touché dans ma valeur, dans ma dignité. On ne me voit pas. Et quand on me voit, d'ailleurs, on me voit mal. On ne me voit pas comme je suis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Donc, si. Donc, vous êtes dans cet état. Tout à l'heure, je discutais avec un journaliste de El País, le journal de Madrid, espagnol. Il disait les Espagnols ne comprennent pas pourquoi les Français, dont la situation socio-économique est plutôt parmi les plus favorables d'Europe, sont dans cet état de colère qui étonne quand même le reste du monde. Ça veut dire que beaucoup de pays vont plus mal, objectivement, je veux dire, chômage, pauvreté, etc., etc. Je crois qu'il y a le fait que nous sommes dans un moment où l'expérience des inégalités n'a plus d'expression de mise en forme politique, collective, etc. Et ça fait que c'est devenu insupportable. C'est devenu... je suis très frappé par ça dans les enquêtes, et je dirais que le résultat des dernières élections le montre. Les gens ont voté contre ceux qui nous méprisent, contre... etc. Ce qui est très loin
de l'ancien régime des inégalités, où j'imagine que je vote contre les patrons, contre les riches, etc., etc. Là, je vote contre... Et c'est très difficile à dire, même dans le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'au fond, on est dominé sans savoir qui sont vraiment nos adversaires. Je veux dire que dans la vieille société industrielle, vous savez qui est le patron. Aujourd'hui, vous ne savez pas vraiment qui est le patron. D'accord. Bonjour la sociothèque sur Twitch, bonjour Mustapha sur Facebook, j'ai bien eu la question, on va la garder de côté, elle est intéressante, mais elle rejoint quelque chose dont on va parler un peu plus tard, donc je vais pas brûler les étapes, et on va dérouler petit à petit, mais merci pour la question, je la garde de côté. Je voulais revenir sur un point, moi, qui m'a frappé dans votre ouvrage et que j'avais trouvé intéressant, c'était cette idée de déconnexion, de hiatus, entre l'idée d'inégalité mesurée, d'inégalité, ce que vous appelez réelle ou objective, et d'inégalité perçue. Alors, quels sont les ressorts de ce hiatus et comment a-t-il évolué avec ce passage d'une société de ce régime, ce que vous appelez de régime d'inégalité de classe, à un régime d'inégalité multiple? Je dirais que l'expérience, alors je vais être très, très sommaire, mais l'expérience que nous avons des inégalités, c'est la rencontre des inégalités objectives. Bon, on va dire telles qu'on les mesure, d'une certaine façon, avec d'une part la représentation que nous en avons et avec les conceptions de la justice que nous mobilisons. Alors je vais donner deux exemples extrêmement simples. Si vous prenez les inégalités hommes-femmes, elles se sont, sur les 50 dernières années, très sensiblement réduites. Je concède qu'elles sont trop grandes, trop fortes, mais elles se sont réduites. Vous êtes moins inégal que ne l'était votre mère ou que ne l'était votre grand-mère. Bon. Vous êtes même devenu plus égal en termes scolaires que ne le sont les hommes, etc. Et cependant, le sentiment d'injustice est beaucoup plus grand aujourd'hui chez les femmes qu'il l'était il y a 50 ans. Je crois que c'est lié à la représentation que nous avons d'abord à l'expérience des inégalités. Les femmes travaillent, sont confrontées à des mondes où elles n'étaient pas confrontées, d'une part. Et d'autre part, le sentiment d'égalité s'est considérablement renforcé, ce qui fait que des inégalités qui apparaissaient comme allant de soi ne sont plus tolérables. Ne sont plus tolérables. Donc vous êtes dans un vieux modèle, où je dirais, tocquevillien. Plus je me sens égal, moins les inégalités me conviennent. Je vais prendre un autre exemple, un peu de nature un peu différente. Si vous regardez le sentiment d'injustice scolaire, quand vous regardez la France de l'école républicaine jusqu'aux années 50, les inégalités scolaires sont incroyablement fortes. Je veux dire, les enfants du peuple vont à l'école élémentaire, ils s'arrêtent à 14 ans, les enfants de la bourgeoisie vont au lycée, ils s'arrêtent à 20 ans. C'est deux mondes complètement séparés. Quelques enfants du peuple réussissent, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est des mondes séparés. Ce système n'est quasiment pas critiqué. L'école n'est quasiment pas critiquée parce que on considère que c'est le destin social qui détermine le parcours scolaire, et donc on va critiquer le capitalisme, mais pas l'école. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'école a un prestige formidable. Bon, aujourd'hui, l'école est beaucoup moins injuste, beaucoup moins inégalitaire. Et cependant, les inégalités, ils sont perçus comme beaucoup plus intolérables. Pourquoi? Parce que le mode de production des inégalités a changé. D'une part, chacun est obligé de jouer dans la compétition scolaire. Vous ne pouvez pas dire « c'est pas fait pour moi ». Vous êtes obligé de jouer. Et plus vous jouez, plus les petites inégalités vont devenir décisives. Les petites inégalités scolaires deviennent de très grandes inégalités sociales, si je peux me permettre. L'autre facteur qui a joué, c'est que quand vous êtes dans l'ancienne société, au fond, je dirais à la Bourdieu, les gens font confiance à leur capital culturel. Mes enfants sont nés dans un milieu favorisé, donc ils réussiront leurs études. C'était le modèle qui prévalait dans les années 50, 60. C'est le modèle des héritiers. Voilà. Hein. Et puis, mes enfants n'ont pas hérité. Bon, ben,
logiquement, ils ne réussiront pas à l'école, mais on peut faire autre chose. Voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez les stratégies des parents, c'est plus de tout ça. Plus personne ne fait confiance à son capital culturel. Les parents se comportent comme des coachs, comme des entraîneurs sportifs. Parce que le mode de production des inégalités est devenu ultra concurrentiel. Et donc, on va critiquer sans cesse une école qui nous apparaît comme beaucoup plus injuste, alors qu'elle est en réalité plutôt moins injuste qu'elle ne l'était naguère. Donc, ce qui compte, c'est la conception de la justice et le mode de production des inégalités. Je peux prendre d'autres exemples. Si vous posez la question aux Suédois et aux Français, avez-vous le sentiment de vivre dans un pays très inégalitaire? Ils vous répondent massivement oui, beaucoup plus que ne le font les Américains, qui vivent dans une société où l'amplitude des inégalités est à peu près 2 fois plus grande. Bon. Pourquoi? Parce que les Américains, protestantisme, capitalisme, idéologie dominante, tout ce qu'on voudra, croient que leur société favorise l'égalité des chances et que donc les inégalités résultent de la vertu des individus. Nous, on y croit moins. Et donc, tout en vivant dans une société où les inégalités sont plus étroites, eh bien, on les supporte moins, les inégalités. Alors, ceci dit, c'est en train de changer, mais quand les gens sont convaincus que les inégalités résultent vraiment du mérite, ils les acceptent. Par exemple, les gens ne contestent pas vraiment les salaires extravagants des stars du football. Parce que le mérite de Mbappé n'est pas contestable aux yeux d'un amateur de football. Je ne sais pas si... Est-ce que ça aurait été le cas il y a 50 ans, par exemple? Je pense qu'il y a 50 ans, on aurait plus perçu les inégalités comme des héritages indus et comme des modes de spoliation. C'est-à-dire, l'idée était quand même que les riches tiraient leur richesse du travail des pauvres. Ça, c'est le modèle classique. Aujourd'hui, alors ça existe toujours, évidemment. Ça existe toujours. Quand les gens voient le salaire du patron de Peugeot et celui des ouvriers de Peugeot, il y a quand même... ça existe toujours, bien sûr. Mais quand même, quand vous voyez l'argumentation du patron de Peugeot, c'est qu'il a sauvé la boîte, il a du mérite, il est comme Mbappé. Vous comprenez? Donc, on a changé de registre d'inégalité de la même manière que dans les combats anti-discrimination, qui sont des combats très légitimes et qui se sont aujourd'hui énormément répandus, il y a toujours l'idée que les inégalités qui résulteraient d'une compétition sans discrimination ne seraient pas contestables. Par exemple? Par exemple, on vous dit que si le recrutement des grandes écoles était à l'image de la société, eh bien, ma foi, les privilèges de ceux qui ont fait les grandes écoles ne seraient pas discutables. Et ça résulte d'un changement de logiciel, d'un changement de... Je pense qu'on est toujours entre deux logiciels et ce logiciel est en train de s'imposer. Si je prends, par exemple, les critiques de l'école, elles sont presque toujours centrées sur l'inégalité des chances, jamais sur l'égalité des résultats. Puisque l'école est votre domaine, voyez, la critique de l'école, c'est qu'il n'y a pas assez d'enfants d'immigrés à Sciences Po. C'est pas de dire que l'écart de performance et de salaire entre ceux qui ont fait Sciences Po et ceux qui ont fait un lycée professionnel sont excessifs. Tout à fait, oui. Voilà. Or, je crois personnellement que la deuxième critique serait beaucoup plus pertinente. Si je peux me permettre. Alors, une question de la sociothèque que je me permets de vous poser, qui est, est-ce qu'une idéologie basée sur l'inégalité des chances plutôt qu'une idéologie basée sur l'inégalité des conditions n'est pas justement moins susceptible de réduire les inégalités en général? C'est un peu ce que vous disiez. Bon, c'est pas l'objet de mon bouquin, mais j'avais traité ça dans un petit livre il y a quelques années, c'est de dire que si vous jouez l'égalité des conditions, imaginez que vous êtes un président tout-puissant, une sorte de fantasme de conte de fées, hein, et vous dites « je privilégie l'égalité des conditions », vous aurez comme résultat objectif un accroissement de l'égalité des chances. C'est-à-dire que plus l'égalité de conditions est forte,
plus l'égalité des chances a des chances d'advenir et renforcer. Mais si vous êtes dans l'utopie inverse d'une pure égalité des chances, c'est-à-dire que on est dans un monde parfaitement équitable, eh bien, vous n'avez aucune chance de voir l'égalité des conditions se renforcer. Vous pouvez être dans un monde darwinien parfaitement juste. Je ne sais pas si... Est-ce que vous nous donneriez Oui, est-ce que vous nous donneriez un exemple concret pour illustrer ce que vous venez de dire? Je vais vous donner un exemple concret. Alors, pas directement sur l'école, mais sur des comparaisons qu'on avait faites avec mon amie Marie Duru. Si vous comparez la société américaine à la société française ou société scandinave, vous voyez que les Américains croient très fortement à l'égalité des chances, alors que la mobilité sociale chez eux est plus faible qu'elle ne l'est en France ou en Scandinavie, où cependant on croit beaucoup moins à la mobilité des chances. Donc, l'égalité des chances, c'est une croyance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Les pays sociodémocrates ont plus d'égalité des chances que les pays libéraux qui y croient plus et qui en ont moins. Mais quand vous êtes sociologue, il faut bien comprendre que les croyances, les imaginaires, ce n'est pas le reflet des réalités. Hein, ça, quand même, c'est pour ça qu'il faut se poser ce genre de questions, parce que si vous voulez que l'on combatte les inégalités, il faut bien s'appuyer sur la manière dont les acteurs les vivent, se les représentent et les combattent. Autrement, ce sont des appels dépourvus de fondement. Je prends un exemple extrêmement simple. Aujourd'hui, on sait que les hyper riches se sont considérablement enrichis, c'est-à-dire les 1 pour 1000, les 1 pour 10 000, les riches de Piketty, si vous voulez. Hein, voilà, ils se sont considérablement enrichis. Bon. C'est très important de le savoir, mais les inégalités dont les acteurs sociaux souffrent, malheureusement, ce n'est pas de celles-là. C'est des inégalités beaucoup plus petites, des inégalités urbaines, des inégalités scolaires, des inégalités d'accès aux soins, qui n'opposent pas les 1 pour 10 000 les plus riches au reste du monde, mais qui m'opposent à mon voisin de palier, à l'habitant de la commune d'à côté, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre que si vous voulez avoir un combat pour les inégalités, vous ne pouvez pas vous contenter de les mesurer et de les dénoncer. Il faut comprendre comment elles fonctionnent, comment elles sont justifiées, comment elles créent de l'indignation. Il y a un tas d'inégalités qui ne créent aucune indignation. Et ça, du coup, c'est important pour comprendre comment lutter contre les inégalités, parce que les inégalités qui créent moins d'indignation sont des inégalités moins importantes à traiter. Pas forcément, mais vous ne pouvez vous appuyer que sur des forces sociales qui vont trouver que des inégalités sont inacceptables. Ça, c'est la première chose. Et surtout qu'on a un intérêt collectif à les combattre. C'est ça le problème. Ce qui a fait la force du mouvement de classe, des sociétés de classe, du syndicalisme, etc., de ce monde qui s'en va aujourd'hui, ce qui a fait sa force, c'est qu'il avait une représentation de la solidarité. La solidarité, c'était de dire les uns produisent des richesses, les autres les accumulent, mais comme on est tous dans la même ruche, dans le même monde, il faut que les uns rendent aux autres ce qu'ils ont donné. C'est le raisonnement qui a fondé l'État-providence. Et il y avait aussi un imaginaire national. Au fond, il y avait l'idée qu'on ressemble quand même un peu aux autres, puisqu'on est dans la même nation. Aujourd'hui, évidemment, le capitalisme a tellement décomposé les économies nationales qu'on n'a quasiment plus le sentiment d'être dans la même ruche, d'une certaine façon. Et donc, il faut refabriquer des sentiments de solidarité, mais qui ne peuvent plus jouer exactement de la même manière. D'ailleurs, je voudrais dire que
les partis populistes de droite qui ont beaucoup de succès ces temps-ci ne cessent de remobiliser cet imaginaire. Refaisons une nation fraternelle, virons les étrangers, sortons de l'Europe, sortons de l'économie mondiale, et on va retrouver une forme de solidarité. Bon, évidemment, c'est des chimères, et ça serait très dangereux de mon point de vue. Mais on voit bien qu'il y a eu un imaginaire de la solidarité et qu'aujourd'hui, il est devenu, disons, nettement plus problématique. Mhm. Et pourquoi ces chimères alors rencontrent-elles autant d'écho, comme on peut le voir dans les résultats des élections récentes, par exemple, quand bien même le logiciel a complètement changé et que... Non, non. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes dans un moment où on a le sentiment de mépris, de domination, de rejet des élites. On n'est pas dans un moment où on va véritablement être en mesure de parler de partage et de sacrifice. Parce que la solidarité, c'est pas simplement, si on est sérieux 5 minutes, c'est pas simplement de dire on fait payer les riches. D'ailleurs, les riches étant par définition très, très loin, très rares et très, très riches. Mhm. La question de la solidarité, c'est quel sacrifice suis-je prêt à consentir pour l'égalité des autres? Mhm. Je vais revenir à un thème que nous avons en commun, qui est l'école. Vous voyez bien qu'à l'école, vous pouvez toujours dire il faut créer des systèmes de soutien aux élèves les plus faibles, etc., etc. Mais quand vous voulez toucher aux élites, aux classes préparatoires, aux filières européennes, etc., il n'y a plus de solidarité du tout. Du tout. Et ce n'est pas de droite et de gauche, si je peux me permettre. Tout le monde est contre. Tout le monde est contre. Donc, l'idée de solidarité, et ça d'autant plus qu'on ne rentrera pas dans des sociétés ayant des taux de croissance extrêmement élevés pendant de longues périodes, ça va être l'idée de quel sacrifice suis-je prêt à consentir. Bon, évidemment, beaucoup plus si je suis riche. Mais quel sacrifice suis-je prêt à consentir pour avoir plus d'égalité? C'est ça la question. Vous savez, il y a un grand sociologue que tout le monde connaît, enfin, donc, sociologue anthropologue, mais celui qui a dit ça le plus magnifiquement, c'est Marcel Mauss. Il disait, bon, au fond, les sociétés, ça existe parce qu'on a des dettes et des créances. Chacun a des dettes et chacun a des créances. Aujourd'hui, on est dans un mouvement de colère où les gens vous disent, je ne dois rien aux autres, qui me doivent tout. Mais non, non. Et si demain ces mouvements populistes arrivent au gouvernement, je peux vous dire qu'au bout de 3 jours, il faudra bien savoir ce qu'on doit aux autres. Avant de vous interroger sur les manières de repenser cette solidarité, il y a un aspect de votre ouvrage et un aspect de votre discours tout à l'heure qui m'intéresse particulièrement, c'est le mécanisme de ces petites inégalités qui vont s'agréger au fil du temps, vous l'avez évoqué à travers de l'exemple de l'école, pour devenir au final de grosses inégalités. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les ressorts de ce modèle et pourquoi, en quoi c'est différent de ce qui pouvait prévaloir il y a 40 ans, 50 ans? Écoutez, le cas de l'école est le plus simple, mais il vaudrait dans bien d'autres domaines. Jusqu'aux années 60, grosso modo, pour 95% des élèves, le parcours scolaire est un destin fixé à la naissance. Je suis né dans cet endroit, je suis un garçon, une fille, voilà les études que je ferai. Alors, il y a des accidents heureux, des accidents malheureux, mais les autoroutes sont tracées par la naissance, la vie est un destin, le mariage est un destin, le choix culturel est un destin. On est dans un monde où, au fond, la vie est l'accomplissement d'un destin. C'est tout l'univers romanesque, au fond. Bon. Aujourd'hui, si vous prenez les inégalités scolaires, c'est à la fois un destin quand vous allez au bout du parcours, mais ça ne se déroule pas comme un destin, puisque mon parcours scolaire va chaque fois bifurquer en fonction de toutes petites différences
qui sont mes notes, mes choix d'options, l'établissement que je fréquente, l'ambition de mes parents, le fait qu'on soit bilingue dans ma famille ou qu'on ne le soit pas, le fait que je sois une fille ou que je sois un garçon, etc. Chacune de ces inégalités n'est pas très forte. Elle n'est pas très forte. Mais elle s'accumule et il y a une sorte de croissance géométrique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, on comprend très bien, oui, c'est très Et clair. donc, et ces inégalités, ça va avoir une conséquence, c'est que je vais les vivre comme étant le produit de ma propre responsabilité. Au fond, certains de mes copains ont échappé à ce destin. C'est pour ça d'ailleurs que dans les établissements difficiles, on embête les bons élèves, parce que s'il n'y avait pas de bons élèves, au moins on pourrait penser que c'est un destin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par embêter les bons élèves? Je veux dire que quand vous êtes dans un établissement défavorisé, vous pouvez dire ici on échoue tous parce qu'on est des enfants de pauvres ou d'immigrés, que les profs sont racistes, etc. Le problème, c'est qu'il y a des gamins qui réussissent. Et ça provient qu'on est pour une part responsable de ce qui nous arrive. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est à la fois, si vous voulez, en termes macro-sociologiques, c'est des destins, en termes micro-sociologiques, c'est des parcours. Mais les individus, eux, ils vivent dans la micro-sociologie, pas dans la macro. D'accord. Voilà. Mais on pourrait donner un exemple sur les inégalités de santé. En fin de vie, elles sont considérables, mais c'est des petits écarts de conditions de travail, d'alimentation, d'accès aux soins, qui chaque fois ne sont pas décisifs, mais qui à la fin vous font 10 ans d'écart. Aujourd'hui, on pourrait même le montrer dans le rôle que jouent les histoires conjugales dans le destin des gens. Je veux dire, divorcer si vous êtes riche, c'est quand même nettement mieux que divorcer si vous êtes pauvre. C'est la même liberté, mais qui a des conséquences totalement différentes en fonction du milieu social. Et donc, l'engendrement des inégalités, au fond, est confié aux individus. Je ne sais pas comment le dire. Vous n'êtes plus dans un mécanisme où vous pouvez dire voilà ce qui vous attend, vous êtes dans une production continue d'inégalités qui reproduisent massivement les inégalités, mais qui les reproduisent à travers l'action des individus et plus à travers un destin écrit d'avance. Alors, le destin écrit d'avance, c'était très cruel, mais psychologiquement, c'était peut-être plus confortable que cette assignation à responsabilité permanente. Parce que là, finalement, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage. Les statistiques montrent que finalement, la mobilité sociale, elle est assez faible et qu'en réalité, à travers le prisme de ces micro-mobilités, l'individu va avoir le sentiment d'être responsable de son destin, de sa chute ou de son ascension, alors qu'en réalité, il est en fonction de sa classe sociale ou d'un certain nombre de paramètres socio-économiques, plus ou moins encore aujourd'hui, assigné à une trajectoire assez prévisible. C'est ce que vous expliquez, me semble-t-il. Exactement. La seule différence, ce que vous dites est parfait, la seule différence avec ce que j'essayais d'expliquer, c'est que ce n'est pas en réalité. En réalité, ça ne bouge pas. C'est deux réalités. Tout dépend du point de vue et de la lorgnette qu'on choisit pour regarder. Je veux dire, les individus peuvent très bien dire, en fait, ça ne bougera pas beaucoup, mais si je regarde ma propre histoire personnelle, je vais être dans un état d'incertitude incroyable, parce qu'il n'y a pas de... À la fois, je n'ai pas d'espoir de grande mobilité sociale, mais à la fois, je n'ai aucune certitude de reproduction. Ce qui fait d'ailleurs qu'on s'aperçoit qu'il y a une angoisse sur le déclassement qui est considérable, alors qu'objectivement, il n'y a pas tellement de déclassement. Mais la peur d'être déclassé est absolument... Le déclassement, rappelez-nous, c'est l'idée que de descente sociale, en quelque sorte, de descendre l'échelle sociale. En fait, on ne bouge pas tellement, personne ne descend, mais on a très peur de descendre parce que plus rien n'est assuré. Voilà. Et donc ça, c'est une angoisse qui peut générer
justement une forme de ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire ce brouillage politique et ce brouillage Oui, de l'ancien échiquier politique. oui, ça brouille parce que vous êtes, beaucoup d'individus sont dans des situations paradoxales, contradictoires. Par exemple, il y a des travaux très intéressants de géographes, comme Laurent Davzy, par exemple, qui montrent que si en moyenne les gens qui vivent dans les campagnes sont plus pauvres que les gens qui vivent dans les villes, les inégalités sociales dans les campagnes sont beaucoup plus faibles qu'elles ne le sont dans les villes, qu'il y a aussi des riches à la campagne et que, à part si vous faites, j'oppose massivement comme ça la campagne et la ville, mais quand je rentre dans le détail, c'est extraordinairement hétérogène euh, et compliqué. Il faut donc à la fois avoir une vision de la structure sociale et à la fois savoir qu'elle change de nature quand on change d'échelle. Je ne sais pas si je... C'est comme si... Enfin, c'est après tout quelque chose d'assez banal. C'est-à-dire que vous changez d'échelle de regard et les mêmes phénomènes vont apparaître d'une manière extrêmement contrastée. Dans votre ouvrage, vous esquissez des pistes d'action politique justement pour tenter de repenser cette notion de solidarité que vous expliquiez être aujourd'hui questionnée, en mutation. En tout cas, les anciens mécanismes de la solidarité de classe sont aujourd'hui mis à mal. De quelle manière pourrait-on aujourd'hui et à travers quelles institutions ou à travers quelles actions pourrait-on aujourd'hui repenser la solidarité? C'est une question extrêmement compliquée. Je disais, il y a quelque chose d'absurde de dire il n'y a qu'à, il faut, abolissons le capitalisme, la Chine et le reste du monde. Et voilà, bon, je veux dire, je crois qu'il faut être un peu prudent. Il y a d'abord un enjeu, mais qui va être l'objet de nos discussions en France pendant les mois qui viennent, c'est de dire il faut refabriquer une représentation démocratique. C'est-à-dire il faut que les colères trouvent une expression politique, c'est quand même fondamental. Bon. Alors moi qui suis plutôt du style vieille gauche, j'aimerais bien que les syndicats reviennent dans le jeu. Les syndicats ne sont pas nécessairement progressistes et vertueux, mais c'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux pour donner un accès à la décision aux gens qui travaillent. Il n'y a, pas pas beaucoup d'alternatives. Donc je crois qu'il faut, et ça va être un débat, la nature des élections, la nature des élus, la nature du pouvoir, les modes de négociation, la décentralisation, etc. Je veux dire, on a quand même en France on est dans une situation, mais qui est pas, on n'est pas les seuls. Hein, je veux dire, les Américains sont nettement moins bien, mais je dirais la démocratie de la société de classe doit être transformée parce que c'est plus la démocratie de la société dans laquelle nous vivons. Bon. La deuxième chose à laquelle je crois qu'il faudrait faire, c'est essayer de rendre lisibles les transferts de solidarité. Moi, c'est une chose qui me frappe énormément. Vous savez qu'en France, nous sommes une société qui a des taux de prélèvement extrêmement élevés. C'est bien ou c'est mal, moi je trouve que c'est plutôt bien d'ailleurs, qui a des taux de redistribution très très élevés, ce qui fait que c'est une société qui est parmi les moins inégalitaires. Je sais quand on dit ça, ça paraît fou, mais c'est parmi les sociétés les moins inégalitaires du monde, à part 3 ou 4 sociétés autour de la mer Baltique. Enfin, c'est quand même avoir une image des choses. Et en même temps, ce mécanisme de solidarité objective, c'est-à-dire les uns payent des taxes, des impôts, les autres reçoivent des transferts sociaux, mais tout le monde paye et tout le monde reçoit, ce mécanisme est illisible. Il est totalement illisible et au lieu d'être un facteur de solidarité disant voilà ce que je donne et voilà ce que je reçois, tout le monde a le sentiment, et ça participe à la colère, d'être grugé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, on pense que l'école est gratuite. Non, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite. Je pense qu'il faut faut pas que les élèves payent, évidemment. Mais il ne serait pas inutile que l'on sache combien ça coûte, qui paye, etc. etc. Donc,
je crois qu'il y a une urgence de re-rendre visibles les mécanismes de transferts sociaux. Or, nous sommes depuis 30 ans dans des délires de ciblage des politiques sociales, de ciblage des processus technocratiques qui fait que plus personne, ni vous ni moi d'ailleurs, ne comprend véritablement comment ça marche. Quand vous dites de ciblage des politiques technocratiques, vous voulez dire qu'il y a un émiettement finalement Un émiettement incroyable, incroyable. Je veux dire qu'un tiers des gens aujourd'hui qui pourraient accéder au RSA n'y accèdent pas parce que c'est trop compliqué. Parce que c'est trop compliqué. Il ne serait pas scandaleux, par exemple, que nous sachions, quand on va se faire soigner à l'hôpital, combien la collectivité a donné pour qu'on soit soigné. Pas pour nous culpabiliser, mais pour qu'on ait quand même le sentiment du don et du contre-don, aurait dit Marcel Mauss. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui s'est perdu, si vous voulez, et qu'il faudrait retrouver. Et puis, je crois qu'il y a aussi probablement à fabriquer des sentiments de solidarité plus actifs. Alors là-dessus, on peut ne pas être pessimiste, parce que la société française est une société dans laquelle la vie associative, les mouvements de solidarité sont extrêmement forts. Je veux dire que quand vous quittez la grande représentation nationale, dans la vie locale, les gens quand même se mobilisent énormément. Mais je crois que là-dessus, notre modèle scolaire pourrait quand même être un modèle un peu plus actif. Et moi, j'aimerais bien que la solidarité, la tolérance s'apprennent dans l'expérience scolaire et pas seulement dans des leçons d'instruction civique, si je peux me permettre. Voilà. Ça pourrait passer par quoi? C'est quoi l'apprentissage de la solidarité? Je crois que l'apprentissage de solidarité, c'est faire des choses avec les autres. C'est ne pas être dans une concurrence. D'abord, c'est faire des choses. Et c'est faire des choses avec les autres alors qu'on est dans un système scolaire qui fait que l'on travaille seul contre les autres pour s'en sortir. Et ça, je crois que c'est à la fois contre-productif, en termes économiques probablement, ça n'a pas que des vertus, et certainement en termes civiques, c'est devenu, à mon avis, un peu dangereux, parce que quand on voit aujourd'hui, par exemple, que le diplôme est probablement le facteur le plus décisif du choix politique, qui est quand même très... C'est-à-dire, les vainqueurs de l'école croient aux valeurs démocratiques, sociodémocrates, centristes, peu ça qu'on voudra. Les vaincus, non seulement ils ont le sentiment d'avoir été vaincus, mais ils détestent ces valeurs. C'est un peu ennuyeux. Donc finalement, il y a beaucoup de choses. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, excusez-moi, j'ai une question. Oui. Par rapport à quand vous parliez du fait que c'était très compliqué de comprendre les mécanismes de don et de contre-don, une question dans le chat qui demande est-ce que ça doit passer par une meilleure publicité ou alors une simplification des mécanismes de redistribution? Moi, je pense, enfin, je ne suis pas expert de ces problèmes-là, mais je crois qu'il y a une simplification des mécanismes de redistribution qui est quand même nécessaire. Enfin, je veux dire, remplir sa feuille d'impôt, c'est quand même devenu très, très compliqué. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est devenu très, très compliqué. Donc, il y a quand même une simplification. Et puis, je crois qu'il... Alors, ça peut paraître paradoxal, mais je crois qu'il faut revenir à des politiques universelles et non pas des politiques qui ciblent sans cesse des publics particuliers qui ont droit ou ne pas droit à avoir des choses, ce qui fait que vous détestez votre voisin parce qu'il a droit à ce à quoi vous n'avez pas droit parce que vous vivez dans telle commune, tel âge, tel revenu, etc., etc. Donc, il faut faire très attention parce que le souci d'efficacité qui a conduit à cibler des publics de plus en plus restreints, a aussi fractionné complètement. Je ne sais pas, dire des choses très simples. Les congés, ce n'est pas le droit de rien faire, c'est le droit de se reposer quand on a travaillé. Voilà. C'est pas une nécessité pour l'industrie touristique. C'est d'abord un échange social. Oui, je ne sais pas si je me fais... Oui, c'est la valeur symbolique qu'il faut réinvestir. Oui. C'est ce que vous dites. Mais les valeurs symboliques, c'est quand même
quelle que soit l'école sociologique à laquelle on appartienne, ça finit toujours par se passer dans la tête des individus. Donc c'est pas rien les valeurs symboliques. Si les individus détestent les étrangers ou ne les détestent pas, si les individus détestent l'Europe ou ne la détestent pas, c'est pas l'expression directe de leurs intérêts sociaux. C'est la manière dont ils se représentent la vie sociale. François Dubé, vous concluez votre ouvrage sur une réflexion sur votre propre discipline, la sociologie. Vous déplorez une sociologie qui s'est dispersée, je reprends vos termes, dans une multitude d'objets et de théories. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et quelles critiques vous formulez à l'encontre de votre discipline et à quelles évolutions vous appelez justement pour que cette discipline, selon votre conception, soit mieux à même de lutter contre ces inégalités multiples, puisque c'est comme ça que vous terminez votre ouvrage. Je dirais plusieurs choses. D'abord, il faut être prudent. Il y a peut-être chez moi la nostalgie des vieilles personnes qui pensent que c'était mieux avant, etc. Et il faut toujours être un peu prudent par rapport à soi. Mais il y a quand même un phénomène que tous les sociologues observent, c'est que cette discipline est devenue une discipline de masse. De masse, c'est-à-dire que le nombre de sociologues, de thèses, a explosé, et que c'est une vieille loi durkheimienne. Eh bien, vous avez une division du travail croissante, chacun s'enferme dans son objet, son comité scientifique. Et alors que vous aviez, il y a 50 ans, j'exagère, mais 4 grands domaines de la sociologie, le travail, la politique, la religion, et choses comme ça, aujourd'hui, vous avez 50 quelques comités avec des revues spécialisées, etc., etc. Il y a donc une sorte d'évolution mécanique de ça. Il y a aussi le fait que les grands paradigmes sociologiques reposaient sur des conceptions de la société, des conceptions de la totalité sociale, et les grandes théories sociologiques. De ce point de vue-là, d'ailleurs, Bourdieu est le dernier grand sociologue de ce point de vue-là. Vous avez une théorie générale que vous appliquez à des objets particuliers. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que chacun part d'un objet particulier à partir duquel il construit une théorie générale. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est les studies, d'une certaine manière. Donc, j'ai mon objet, je le déconstruis, je le reconstruis, etc. etc. Bien. Ça, moi, je préférais l'application de paradigmes généraux à des objets particuliers que l'espèce de montée en généralité à partir d'un objet particulier. Et donc, vous êtes dans des mondes qui ne communiquent pas. Ce qui fait que la sociologie, c'était quoi la sociologie? C'était la théologie de l'idée de société. Enfin, c'est ça la sociologie. C'était la philosophie de l'idée de société. Bon. Cette vocation s'est un peu perdue avec l'idée même de société. Et donc, vous êtes dans des objets qui n'en finissent pas de se particulariser, etc. Et je crois que si la sociologie voulait être utile, il faudrait qu'elle refabrique quand même un peu l'image d'une société. Alors, ce n'est pas la société industrielle, nationale, etc., mais essayer de mettre à jour des mécanismes généraux et de montrer aussi comment les individus participent de ces mécanismes. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas séparer une sociologie de l'acteur, une sociologie du système. C'est la même chose qu'on voit de deux points de vue différents. C'est-à-dire concrètement? Mais concrètement, si je veux comprendre l'école, il faut que je fasse des statistiques, mais il faut surtout que je m'intéresse à l'expérience des enseignants et des élèves. Voilà. Parce que je ne peux pas passer ma vie à mesurer les choses, à les dénoncer et à faire comme si les acteurs n'étaient pas là. Et de l'autre côté, je ne peux pas m'enfermer dans la subjectivité des gens en disant je vais faire comme si le monde avait disparu. Voilà. Et au fond, tout l'art de la sociologie, c'est pour ça que je termine mon bouquin en citant von Reitmeier, c'est de dire il faut tenir ensemble les épreuves individuelles et les enjeux collectifs. Donc, je m'intéresse aux inégalités sociales, il faut que je m'intéresse à l'expérience des acteurs et aux mécanismes qui les engendrent. Si je sépare les choses, je deviens un mauvais romancier d'un côté et de l'autre un statisticien médiocre.
Voilà. Est-ce qu'on peut préciser, peut-être, quand vous parliez des studies ou des objets atomisés de la sociologie, on peut préciser peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec la sociologie, quels sont les objets très précis que vous avez en tête et qui font la sociologie d'aujourd'hui? Ben, vous avez un tas d'objets qui vont, par exemple, alors l'exemple qui me vient en tête, parce que c'est le plus banal, c'est de partir d'une discrimination. Je vais m'intéresser à une discrimination. Donc, je vais prendre comme objet euh, un objet très particulier qui sont les Afro-Américains de classe moyenne homosexuels. Et à partir de là, on fait un objet qu'on va fabriquer. Ou bien je vais prendre un objet qui est la représentation dans les médias de telle catégorie, etc. Donc vous avez au fond une société qui s'est individualisée et une sociologie qui l'accompagne. Alors il y a énormément d'objets. Pour moi, quand je regarde ce qui m'arrive tous les jours sur mon ordinateur, je suis fasciné par l'imagination sociologique, mais qui est aussi une sorte de nécessité fonctionnelle. Je veux dire, il faut, pour émerger dans un milieu scientifique comme ça, il faut se singulariser, au fond, par un objet lui-même singulier. Et je Oui, crois qu'au fond, la sociologie accompagne ce qu'elle dénonce de ce point de vue-là. Oui, parce que c'est aussi le système de la recherche, des évaluations, bien sûr, etc., absolument, qui pousse, absolument, qui pousse à cette spécialisation. C'est ce qui est souvent absolument. montré. Ben, écoutez, je ne peux pas ne pas penser à moi-même. Moi, j'ai commencé à faire la sociologie à la fin des années 60 et j'ai passé 10 ans sur les mouvements sociaux, 10 ans sur les galères des jeunes de banlieue, 10-15 ans sur l'école, 10 ans sur la théorie, je n'ai pas encore bien une année sur les injustices. Ça n'a jamais posé de problème de changer d'objet. Bon. Je pense que les gens qui arrivent derrière moi, qui sont beaucoup plus jeunes, quand je les observe, ils ne changent plus. Ils, ils sont identifiés à un terrain. La concurrence est telle qu'il n'est pas raisonnable de prendre le risque de changer. Voilà, mais ce n'est pas une affaire de talent ou d'imagination, c'est une affaire de, d'organisation de travail, de concurrence professionnelle. Et plus ce monde est concurrentiel, plus il se spécialise, et plus vous avez au fond un couplage entre un objet et une posture critique. Voilà. Et je vais rester sur mon objet, ma posture critique. Ce qui fait que aujourd'hui, je ne suis pas le seul à le dire, mais mes collègues américains le disent beaucoup plus fortement que moi, les économistes ont gagné la bataille. Parce qu'au fond, ils se saisissent, eux, de thèmes beaucoup plus globaux, avec un outillage technique beaucoup plus sophistiqué, et au fond, pourquoi s'embêter avec tout ça? Donc, je vais reprendre une dernière question et ce sera la dernière parce que l'heure avance. Par rapport à cette question de l'étude pointue des inégalités, c'était la question tout à l'heure de Mustapha sur Facebook que j'avais mise de côté, qui demande comment expliquer que ceux qui tentent de comprendre les stigmatisations, les discriminations, donc là on suppose les sociologues, sont eux-mêmes stigmatisés dans une inversion des rôles. Est-ce que vous percevez ça, vous, ou pas? Non, franchement, je ne le perçois pas. Je serais même tenté de dire que, et je ne vais pas faire plaisir à ceux qui nous écoutent, mais que très souvent, il y a dans la dénonciation des stigmatisations et des discriminations une posture qui devient une position critique avantageuse. Et j'avais fait il y a quelques années avec Sandrine Ruy, Éric Massé, Olivier Cousin, un livre qui portait sur l'expérience des discriminations par les personnes discriminées et qui montrait que souvent l'expérience banale des individus banalement discriminés se sentait très loin de ce qu'en disait leur porte-parole. Parce que c'est encore une fois beaucoup plus compliqué. Les gens vous disent encore une fois, je ne suis pas que ça. Ma vie ne se résume pas à ça. Or, il y a souvent dans cette centration sur un objet, vous en faites le centre de votre monde et le centre
et le centre du monde. Ce qui fait que aujourd'hui, vous avez probablement un espace critique qui s'est beaucoup développé, mais qui, de mon point de vue, est souvent très loin de l'expérience ordinaire des individus. Voilà, et je crois que c'est un peu dangereux. Je pense qu'il ne faut pas. Enfin, mon sentiment, mais c'est mon expérience, c'est que les acteurs sociaux sont en général nettement plus intelligents qu'on le suppose. Voilà. Et qu'il suffirait souvent de se donner la peine de les écouter nous raconter ce qu'ils ont à nous raconter sans le surinterpréter d'emblée. Voilà. Quand vous dites les acteurs sociaux, c'est-à-dire les individus? Les individus. Moi j'ai été fasciné par l'intelligence de ce que disaient les petites racailles de banlieue sur la banlieue, les élèves sur l'école. Ce qu'ils disaient était lumineux. Évidemment, si je considère que d'emblée, c'est des gens dominés et que ce n'est pas eux qui parlent, mais le pouvoir qui parle à travers eux, ben, c'est peut-être pas la peine de m'épuiser à faire les entretiens. Mais je vous assure que c'est pas vrai. Les gens sont extraits. Personne n'est dupe. On vit dans une société où personne n'est dupe. Par rapport à ce changement dans les générations que vous Ouais. relatez, est-ce que c'est pas aussi dû au fait que les sociologues de votre génération avaient une formation en philo plus poussée que ceux d'aujourd'hui et peut-être une idée de la société plus abstraite que les sociologues d'aujourd'hui? Et est-ce que c'est pas cette culture qui s'est justement perdue au fil des années? Je ne sais pas, je pense que les jeunes sociologues sont très bons. Moi, je pense qu'ils sont très cultivés, qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils ont probablement même nettement plus travaillé que nous ne le faisions, parce que le monde dans lequel j'ai commencé à travailler était nettement moins concurrentiel, c'était beaucoup plus cool. Alors, oui, je crois qu'il y a des choses qui ont changé. Fondamentalement, l'accès à la profession est devenu plus technique et plus professionnel. Il y a aucun doute. Et ce qui a été gagné sur ce plan-là ben, a peut-être été perdu en termes d'imagination sociologique. Enfin, voilà, très souvent, vous lisez un texte et vous savez à la troisième ligne ce qui vous attend sur les 30 pages suivantes, que vous n'aurez pas de surprise parce qu'il faut faire le job. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer un monde d'avant qui était un monde vertueux de qualité. Il y a aussi des choses qui ont changé, qui est la nature des labos. Les labos des années 60, Donc c'est les laboratoires de recherche pour ceux les qui nous écoutent. laboratoires étaient des labos de mandarins, qui avaient des défauts considérables, mais une vertu majeure, c'est que ça obligeait les gens à travailler ensemble. Bon. Aujourd'hui, quand vous regardez les laboratoires, c'est plutôt des plateformes de services dans lesquelles chaque individu va trouver des ressources, des contrats pour faire son propre projet. Donc, d'une certaine manière, il y a eu un gain en termes de rationalité et d'efficacité incontestable. Les mandarins ont perdu leur pouvoir et leur puissance, mais en même temps, peut-être avons-nous perdu le goût du travail ensemble, de l'aventure collective, qui a été un des charmes des années passées. Ouais. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là. On a déjà bien dépassé l'heure. On aurait encore beaucoup de choses à dire tellement cette conversation est intéressante, mais on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous présente voilà donc le numéro de Sciences Humaines qui est en kiosque en ce moment, dans lequel vous avez un article de Cécile sur le livre de François Dubay, et je vous mets également le livre de François Dubay qui est là, Tous inégaux, tous singuliers. Je vous mets un lien dans le chat pour que vous puissiez aller y jeter un œil sur le site de l'éditeur. Donc c'est paru aux éditions du Seuil. Vous le trouverez en ce moment en librairie puisqu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et ben il me reste à remercier tout le monde. Merci pour votre participation dans le chat. Merci Cécile d'avoir été là avec moi ce soir. Et un grand merci à François Dubay d'avoir participé à l'émission, d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Et c'était vraiment une émission très intéressante. Donc comme d'habitude, l'émission sera disponible sur la chaîne YouTube en replay dès demain. Vous pourrez y accéder donc sur notre chaîne YouTube. Je vous mets également le lien. Hop là. Voilà. Donc jetez-y un œil dès demain, ça sera disponible.
Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, mercredi, même heure, 18h. Et cette fois-ci, je serai avec Martine Fournier, qui est journaliste et autrice d'un livre sur le genre et le féminisme. Voilà, donc on parlera de genre et de féminisme aujourd'hui avec Martine et Agathe aussi, qui est responsable des éditions Sciences Humaines. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions Sciences Humaines dont on va parler. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée à tous et à toutes. Et puis à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci et merci à Cécile qui a fait un papier sur mon livre bien meilleur que mon livre. Je l'en félicite. Merci à vous, François Dubay. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.